Alors, on va voir maintenant le travail d'une force de moment constant exercée sur un solide qui est en rotation. Alors, d'abord, on va commencer par un petit rappel sur le moment constant que vous avez vu, donc sur le moment que vous avez vu en tronc commun. Donc, le moment d'une force F exprime la capacité d'une force à faire tourner un corps. Donc, ici, nous avons un moment de rotation maintenant. Par exemple, ici, j'ai un solide et une force F exercée sur ce solide. Lorsque je parle du moment de cette force-là, c'est le moment qui pousse le solide qui le subit à entrer en rotation. Ça veut dire que si cette force-là n'a pas de moment, ça veut dire si le moment de cette force-là est nul, donc il ne peut pas faire tourner le solide. Donc voici l'expression mathématique du moment du force. Donc le moment est noté par la lettre M ici. Donc le moment d'une force qui s'applique sur un corps solide qui tourne autour d'un axe delta est égal plus ou moins F, qui est donc l'intensité de la force F, fois D. Donc D, c'est la distance minimale qui sépare l'axe de rotation delta et la droite d'action de la force F. Donc la droite d'action de la force F, il faut tout simplement étendre le vecteur F ici et faire la projection orthogonale sur la droite d'action. La projection orthogonale, d'accord? Donc ici, voici D. Et donc, puisque nous avons ici dans la définition plus ou moins, ça veut dire que c'est une grandeur algébrique. Donc, elle peut être positive ou négative. Et la première chose pour déterminer si donc, le moment positif ou négatif, il faut choisir un sens arbitraire positif de rotation. Je vais choisir par exemple ce sens-là comme sens positif. D'accord? Alors, dans ce cas, si la force tend à tourner le solide dans le sens positif, comme la force F que vous voyez ici, donc bien sûr, il va faire tourner le solide dans le même sens que le sens positif. Dans ce cas, c'est plus, d'accord? Le moment est positif. Si j'ai une autre force, par exemple, une force comme ça, par exemple, cette force-là, elle va faire tourner le solide vers le sens qui est contraire au sens positif de rotation. Donc, il va faire tourner le solide dans ce sens-là. À ce moment-là, il faut mettre ici un moins. D'accord? Donc, le moment est négatif. Le moment d'une force est nul si la droite d'action de la force, donc si la droite d'action de la force est parallèle à l'axe de rotation delta. Donc, s'ils sont parallèles, le moment est nul. De plus, si l'axe de rotation, de la force coupe l'axe de rotation delta, donc on va voir des exemples dans les exercices. Si vous avez donc la droite d'action coupe l'axe delta, à ce moment-là, le moment est nul. Donc ici, la force F, il ne coupe pas l'axe delta parce que donc l'axe delta ici de rotation, il faut l'imaginer comme s'il entre ou il sort de l'écran, d'accord? Il y a aussi donc le moment d'un couple de forces. Donc un couple de forces, c'est l'ensemble de deux forces parallèles, comme vous voyez ici sur ce schéma-là. Donc elles sont parallèles de même intensité. Ça veut dire que F1 égale à F2. Et donc ils ont donc des sens contraires. Vous voyez ici que le sens de F2 et le sens de F1, ils sont opposés. Alors, donc c'est la même chose comme le moment d'une manière générale. Le couple de forces, il tend à tourner le corps auquel il s'applique. D'accord? Voici un exemple que vous connaissez bien. Donc, nous avons ici les mains sur le volant. Bien sûr, ici, il y a deux forces qui sont en train de s'appliquer. Donc, il y a un couple de forces qui sont appliquées sur le volant. Vous voyez ici la force F ici et la force F ici. Et donc, le couple de forces, il tend à tourner le volant. Donc, ça, c'est un exemple, je crois, clair. Alors, donc l'expression mathématique est donnée par cette expression. Donc, on peut dire que le moment d'un couple de forces, c'est le produit de l'intensité. Donc, c'est le produit de l'intensité commune des deux forces. Donc, si l'intensité commune, ça veut dire que F1 égale à F2 égale à F des deux forces par la distance entre leurs droites d'action. Donc, ici, nous avons la distance entre F1 et l'axe de rotation. Ici, j'ai D2 entre F2.
Donc la droite d'action, je vais l'étendre comme ça. Donc, et je vais étendre celle-ci. Nous avons ici D. D, c'est D1 plus D2. Donc, D ici, que nous avons ici, c'est la distance entre leur droite d'action, entre la droite d'action de F1 et la droite d'action de F2. D'accord? Donc, bien sûr, c'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive ou négative. Et donc, le signe dépend du sens, bien sûr, de rotation. Je vais choisir, par exemple, ce sens-là. Donc, le moment de couple est considéré positif si le couple a tendance à faire tourner le solide dans le sens positif. Par exemple, comme ça. Si j'ai le sens positif ici comme ça, le moment de couple est considéré positif si le couple a tendance à faire tourner le solide dans le sens positif arbitraire et considéré négatif si, donc, dans le cas inverse, tout simplement. Alors, passons pour décrire le travail d'une force de moment constant. Et donc, on considère ce schéma-là. Nous avons ici la rotation d'un corps solide d'un angle, donc delta θ, donc c'est un petit angle. Le point d'application de la force F ici, il se déplace, donc il parcourt cette distance, cet arc entre M1 et M2, donc c'est un déplacement infinitésimal, c'est un déplacement très petit, donc delta L de vecteur delta L avec vecteur. Et donc au cours de ce déplacement, la force F peut être considérée comme constante. Et dans ce cas, le travail effectué sur ce petit déplacement delta L, donc sur cet arc-là, est le travail élémentaire donné par cette formule-là. Donc le travail élémentaire est noté par delta W. Donc delta, ça signifie toujours que nous avons des petits déplacements, des petits angles. D'accord? Donc, puisque la force F est considérée comme constante, on utilise tout simplement la définition, le produit scalaire entre le vecteur force F et le vecteur déplacement, dans ce cas delta L. Donc en développant ce produit scalaire, nous avons F, l'intensité de la force F, delta L, donc le déplacement, la distance donc, entre M1 et M2, et cosinus alpha, c'est le cosinus de l'angle entre delta L et la force F. D'accord? Et puisque le point M décrit une trajectoire circulaire, donc nous avons vu dans le premier cours sur la rotation d'un solide que l'arc ici, donc il s'appelle l'abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne, si cette distance-là est égale donc au rayon de la trajectoire circulaire fois l'abscisse angulaire qui est ici, donc cet angle-là, delta θ. Donc nous avons delta L, la distance delta L, que je peux considérer comme l'abscisse curviligne. Donc c'est quoi? C'est le rayon de la trajectoire circulaire fois delta θ. Et donc, on peut écrire que delta W, c'est tout simplement F fois R fois cos alpha fois delta θ. D'accord? Et d'après donc cette figure-là, donc nous avons ici ce triangle-là. Et si cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles alternes internes, donc ils sont égaux. Et nous avons cosinus de cet angle alpha, c'est le côté adjacent, donc c'est D, c'est cette distance-là D, la distance minimale entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force F. Donc cosinus de alpha, c'est D sur le rayon de la trajectoire circulaire. L'hypoténuse ici, c'est le rayon de la trajectoire circulaire. Et bien sûr, par définition, nous avons donc le moment de la force F, donc le moment de la force F appliqué sur le solide qui tourne autour de l'axe delta, c'est tout simplement, dans ce cas, c'est plus F D, parce que donc vous voyez ici que j'ai choisi le sens positif dans ce sens-là, et donc la force F ici, elle tend à tourner le solide dans le sens positif de rotation, donc nous avons un plus. Et en remplaçant tout simplement dans cette équation R cos θ, je vais la remplacer par D. Et donc,
j'aurai F fois D, donc je vais remplacer F fois D par le moment de cette force-là. Donc on obtient finalement... Alors d'une manière générale, le travail total effectué par la force F dont le moment est constant par rapport à l'axe de rotation, ça veut dire maintenant, si j'ai un angle qui n'est pas petit, un angle comme vous voyez ici, delta θ, donc le travail total dans ce cas, c'est la somme des travaux élémentaires. Ça veut dire que il faut imaginer par exemple que j'ai ici des petits déplacements. Donc comme nous l'avons vu pour la translation curviligne, donc ici j'ai des petits déplacements, delta L1, delta L2, delta L3, et des petits angles, donc delta θ1, delta θ2. Et donc la somme de tous les angles, c'est le grand delta θ que vous voyez ici, et la somme de tous les déplacements, ça nous donne tout simplement le déplacement total. Donc dans ce cas, on écrit que la somme, donc le travail total, c'est la somme des travaux élémentaires comme vous voyez ici. Et donc je vais remplacer donc delta W par son expression que vous voyez ici. Et puisque le moment est constant, ça veut dire qu'on peut factoriser par le moment. Donc on peut écrire que W, donc le travail total, c'est tout simplement le moment de la force F par rapport à delta fois la somme de delta θ. Et comme j'ai dit, la somme de tous les angles delta θ dans ce cas, c'est le grand delta θ. Donc finalement, on peut écrire que le travail total est égal au moment de la force F par rapport à l'axe delta fois delta θ. Donc c'est une équation à retenir aussi. Alors j'ai oublié de parler des unités. Donc bien sûr, ici nous avons une distance, donc c'est le mètre. Ici la force, l'intensité de la force, c'est en newton. Le moment de la force, bien sûr, c'est le newton fois le mètre. Donc à partir de ceci, c'est newton fois le mètre. D'accord? Et donc nous avons dit que le travail, c'est en joules. Delta θ, c'est en radians. Et le moment, comme je viens de dire, c'est le newton fois le mètre. D'accord? Et donc la nature du travail, est-ce que le travail est moteur ou résistant? Ça dépend donc des signes donc du moment de la force F constante et de delta θ. Alors pour le travail d'un couple de forces de moment constant, c'est pratiquement la même chose que le travail d'une force de moment constant. Donc c'est exactement les mêmes définitions que nous venons de voir ici. Il faut juste remplacer le moment de force constante par le moment de couple de force. D'accord? Donc pour un travail élémentaire, on remplace ici ça par MC, donc par le moment de couple de force. Et pour le travail total, on va remplacer ici par le moment de couple de force. Donc ici, ce que vous voyez ici, donc ici pour le moment, pour un déplacement élémentaire, voici donc le travail élémentaire. Et pour le travail total, nous avons ici donc le moment de couple de force fois delta θ qui est la somme donc de tous les petits angles delta θ. D'accord? Donc on passe maintenant pour la dernière section de ce cours-là qui est la puissance d'une force. Commençons par la définition. Alors la puissance, notée par la lettre P, c'est une grandeur physique qui relie entre le travail et la durée nécessaire pour effectuer ce travail. Donc je crois que la définition est claire, ça veut dire que le travail bien sûr d'une force, elle s'effectue pendant une durée delta t. Et la puissance, c'est la grandeur physique qui relie entre le travail et cette durée delta t. L'unité dans le système international, c'est le watt. Et on distingue entre deux types de puissance. Il y a ce qu'on appelle la puissance moyenne et la puissance instantanée. La puissance moyenne, c'est tout simplement le quotient du travail qu'elle effectue entre les points A et B par la durée correspondante. Donc c'est le quotient du travail entre les points A et B par la durée delta t correspondante. Dans le système international, bien sûr, delta t c'est en secondes. Le travail, c'est toujours en joules. Et la puissance moyenne, donc, bien sûr, c'est en watts. D'accord?
Et donc, à partir de ces définitions, on peut dire que le watt, c'est tout simplement, donc le watt, c'est le joule par seconde. D'accord? Et donc, dans les exercices, on peut utiliser d'autres multiples de watts. Par exemple, donc les multiples de watts qu'on peut rencontrer dans les exercices. Nous avons 1 kW, c'est 10 à la puissance 3 watts. Nous avons 1 MW, c'est 10 à la puissance 6 watts. Ça veut dire, pour convertir par exemple le kilowatt en watts, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et la même chose pour les autres. Donc nous avons 1 gigawatt, c'est 10 à la puissance 9 watts. D'accord? Donc dans les exercices, pour convertir par exemple le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt en watts, donc vous utilisez ces relations-là. D'accord? Alors passons maintenant à la puissance instantanée. La puissance instantanée d'une force constante exercée sur un corps solide en translation. Donc c'est le quotient entre le travail élémentaire et delta t, donc la durée delta t. Donc rappelez-vous que nous avons déjà parlé d'une vitesse moyenne et une vitesse instantanée. Donc la différence, c'était que la vitesse instantanée, c'est la vitesse moyenne, mais pendant une brève durée. Ici, c'est la même chose. Donc lorsque je parle de la puissance instantanée, donc d'une force, ça veut dire que c'est une puissance pendant une durée qui est très petite. C'est pour cela que je note ici delta par ce delta ici, ça veut dire que la durée est très brève. Et bien sûr, nous avons un travail élémentaire au lieu d'un travail total comme dans le cas de la puissance moyenne. Alors ici, donc on parle d'une brève durée, donc d'une puissance pendant une brève durée. Et donc la définition du travail élémentaire, donc nous l'avons déjà vu, c'est F, donc le produit scalaire entre la force, le vecteur force et le vecteur déplacement delta L. Avec bien sûr, puisque delta T est très petit, et donc une brève durée, delta L est aussi donc un déplacement qui est très petit, infinitésimal, d'accord? Donc on peut écrire ici que c'est F, delta L sur delta T. Donc nous avons ici delta L sur delta T. Delta L, c'est une distance. Et delta T, c'est le temps. Donc c'est quoi? Donc lorsque vous avez une distance sur le temps, ça c'est tout simplement la vitesse. D'accord? Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai remplacé delta L sur delta T par la vitesse. Et donc la puissance instantanée, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur vitesse. Et puisque c'est un produit scalaire entre deux vecteurs, donc on peut écrire que c'est F, l'intensité de F, fois V, donc la valeur de la vitesse ici, la vitesse linéaire bien sûr, fois le cosinus entre les deux, le cosinus entre F et V. Donc voici un schéma qui représente ceci. Nous avons l'angle entre F et V, c'est l'angle alpha ici. D'accord? Et la puissance, c'est une grandeur algébrique, ça veut dire qu'elle peut être aussi positive ou négative. Et le signe, bien sûr, il dépend de ce cosinus alpha. Si alpha donc est compris entre 0 et 90 degrés, nous avons cosinus alpha est positif. Et dans ce cas, on dit que la puissance est résistive. D'accord? Dans le cas donc, du travail, c'était un travail résistant. Donc ici, nous disons que la puissance est résistive. Pour alpha compris entre 90 degrés et 180 degrés, cosinus alpha est négatif. Et donc, la puissance est négative. Nous avons une puissance qui est motrice dans le cas du travail. Donc lorsque le travail est négatif, nous avons dit que le travail est moteur. Pour alpha égale à 0, donc alpha, cosinus alpha c'est 0, c'est-à-dire que la puissance est nulle et donc nous avons une puissance qui est nulle. Alors comme remarque, nous avons ici la puissance instantanée donc pour un ensemble de forces constantes. Alors donc il est donné par la somme des produits donc de chaque force avec son vecteur vitesse, donc F1 V1 jusqu'à FI VE. Et puisque bien sûr dans une translation, nous sommes donc dans le cas d'une translation, tous les points donc du solide ont la même vitesse à chaque instant. Bien sûr, ça c'est clair parce que si j'ai un solide par exemple qui est en translation, bien sûr, tous les points de ce solide-là, ils ont la même vitesse. Je ne peux pas dire que ce point-là, donc il a une vitesse qui est supérieure à celui-là. Donc c'est un solide, d'accord?
Donc ils ont tous exactement la même vitesse. Donc V1 égale à V2 égale à V3 égale à V. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc finalement, la puissance instantanée pour un ensemble de forces égale à la somme donc, de ces forces-là fois le vecteur vitesse V. D'accord? Passons maintenant donc à la dernière partie, c'est la puissance instantanée d'une force de moment constant. Donc, puisque maintenant nous avons le moment, ça veut dire que nous avons un mouvement de rotation. Alors on considère ici un corps solide qui est en rotation autour d'un axe delta. Pour une force F ici, donc la force, le point d'application de cette force-là, elle se déplace du point M vers le point M2 en effectuant cet angle delta θ qui est très petit, donc ce déplacement-là est petit. Donc ici on parle d'une puissance instantanée. Alors, pour une force F qui est orthogonale à l'axe de rotation et dont le moment est constant, la puissance dans ce cas est donnée par le quotient du travail élémentaire, delta θ. Donc ça c'est la définition que nous avons ici de la puissance instantanée. Mais maintenant, puisque nous avons une rotation, delta W c'est quoi? Donc nous avons vu ça ici. Donc c'est cette définition tout simplement dans le cas donc d'une force de moment constant. Nous avons delta W, le travail élémentaire, c'est le produit entre le moment de la force F fois delta θ. D'accord? Donc c'est ce qu'on a écrit ici. C'est le produit entre le moment de la force fois delta θ. Et nous avons ici delta θ sur delta t. C'est quoi delta θ sur delta t? Donc nous avons vu ça dans le premier cours sous cette forme-là, mais c'est la même chose. Donc c'est la vitesse angulaire. D'accord? Et donc on peut dire finalement que la puissance instantanée, P, d'une force de moment constant appliquée à un solide qui est en rotation autour d'un axe fixe, est égale au produit donc, du moment de cette force-là par rapport à l'axe delta et la vitesse angulaire oméga du corps. D'accord? Donc c'est ça la puissance instantanée dans le cas d'une force de moment constant. Alors pour les unités, bien sûr, la puissance c'est en watts. Le moment d'une force, donc c'est en newton fois le mètre. Et bien sûr, oméga, la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde, au radian seconde moins 1. Alors, c'est terminé pour ce cours-là. C'était un très long cours. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. La prochaine fois, on va voir quelques applications dans les exercices. Assalamu alaikum wa rahmatullah.